Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Du passé, faisons table rase. Eugène Pottier. Prolégomène 1. Une tradition pesante. La première partie de ce livre s'intéresse à 3 inventions françaises, le modernisme, le cinéma et la cinéphilie savante, née de la rencontre des 2 précédents. Si la préséance des frères Lumière doit s'accompagner de réserves, nul ne peut disputer à la France la paternité de la cinéphilie, dont les chroniques de Louis Deluc pendant la Première Guerre mondiale signent l'acte de naissance. Pour ce qui est du modernisme, au sens où nous l'entendons ici, les principes en sont énoncés explicitement pour la première fois sans doute en 1834 dans la préface que Théophile Gautier ajoute à son premier roman, Mademoiselle de Maupin. De Flaubert et des Goncourt à Proust, de Baudelaire et Rimbaud à Apollinaire, des impressionnistes à Cézanne, le premier demi-siècle de l'histoire du modernisme dans les arts et lettres se déroulera essentiellement en France. La musique étant l'intéressante exception, confère ci-dessous. Il est donc paradoxal que le terme de modernisme est si peu usité en français, sauf depuis quelques années comme repoussoir pour des courants de pensée qui se désignent comme postmodernistes. Aux États-Unis, en revanche, le mot s'emploie couramment depuis au moins les années 30, Partisan Review, mais surtout à partir des années 50 sous la plume de ceux qui vont livrer bataille contre le high modernism, le modernisme élitiste. Dans ce contexte, le suffixisme signifie clairement que l'on évoque par là une idéologie et non une simple conséquence mécanique du temps qui passe, vision organique implicite dans la modernité baudelairienne qui sert encore aujourd'hui de feuille de vigne pour les tenants de la séparation entre l'art et la vie, et de la confusion concurrente entre science et art. En effet, quoi de plus moderne que la science ? Je tiens à emprunter à l'usage courant anglophone le terme de haut modernisme, pour désigner les pratiques artistiques et critiques qui manifestent ou revendiquent en particulier le désengagement social, par opposition donc aux avant-gardes engagées des années 20 ou de celles sensualistes d'un Diaghilev au début du XXe siècle. J'aime la définition matérialiste qu'en propose Terry Eagleton. Le haut modernisme est né en même temps que la culture de consommation. C'est un constat qui concerne son être intime et pas seulement son histoire objective. Le modernisme est entre autres choses une stratégie qui permet aux œuvres d'art de résister à leur transformation en marchandises. Pour ce faire, l'œuvre moderniste met entre parenthèses le référent au monde historique réel, dont elle épaissit les textures et dérègle les formes afin de déjouer la consommation immédiate, se drape d'un geste protecteur dans son propre langage pour devenir un objet mystérieusement autotlique, libre de toute compromission avec le réel, Eagleton 1992-67. Et à Andreas Huyssen, j'emprunte ces 7 commandements, dont la lecture épargnera j'espère de longues explications, à l'intention notamment de ceux qui prennent de haut, mais sans le comprendre, l'emploi confusionniste que les Américains feraient du mot modernisme, Noguès 17. L'œuvre est autonome et totalement séparée des domaines de la culture de masse et de la vie quotidienne. Elle renvoie à elle-même, elle est consciente d'elle-même, elle est souvent ironique, ambiguë et rigoureusement expérimentale. Elle est l'expression d'une conscience purement individuelle et non du Zeitgeist ou d'un quelconque état d'esprit collectif. Son caractère expérimental la rapproche de la science, et tout comme la science elle produit et apporte des connaissances. La littérature moderniste depuis Flaubert est une exploration persistante du langage. La peinture moderniste depuis Manet est une persistante élaboration du moyen d'expression lui-même, surface de la toile, structuration du dessin, des taches de couleur, des coups de pinceau, problème du cadre. La prémisse majeure de l'œuvre d'art moderniste est le rejet de tous les systèmes de représentation classiques. Effacement du contenu, oblitération de la subjectivité et de la voix autoriale, rejet de la ressemblance et de la vraisemblance, élimination de toute demande de réalisme quel qu'il soit. Ce n'est qu'en fortifiant ses frontières, en préservant sa pureté et son autonomie et en évitant toute contamination par la culture de masse et par les systèmes de signification de la vie quotidienne, que l'œuvre d'art peut conserver sa posture contestataire.
La querelle prémonitoire de Gautier dans la célèbre préface de Mademoiselle de Maupin est avec les tenants de l'utilitarisme, avec une presse et une littérature à vocation populaire et prosélyte au service des idéaux bourgeois, issus de la Révolution de Juillet, mais dont la source est la rationalité socio-économique des Lumières. On peut s'étonner de l'estime mutuelle qui liera sa vie durant le poète à Hugo et à Balzac, dont l'art n'a assurément rien d'inutile. D'autant plus qu'avec cette préface, rédigée quelques années après la bataille d'Hernani 1830, scandale fondateur du mouvement romantique en France et où à 19 ans il tint un rôle de premier plan, Gautier prend ses distances avec le romantisme et son engagement. Selon Sartre, la classe au pouvoir préférera toujours un dandy à un révolutionnaire, de même que la bourgeoisie de Louis-Philippe tolérera plus volontiers les outrances de l'art pour l'art que la littérature engagée de Hugo, de Sand et de Pierre Leroux. Sartre montre aussi, à travers l'exemple de Baudelaire, que cette haine ostentatoire des valeurs bourgeoises est moins révolutionnaire que héritée de 2 siècles de mécénat aristocratique, et exprime surtout le besoin de se distinguer de l'instrumentalisme d'une classe certes exploiteuse. Gautier lui reproche plutôt son mauvais goût, mais qui travaille et produit aussi. Jadis parasite d'une classe parasite, l'écrivain s'est habitué à se considérer comme un clerc cultivant la pensée pure et l'art pur. Avec l'affaiblissement de l'aristocratie, l'écrivain doit faire face à un dilemme. S'il revient à sa classe, il abdique son indépendance et renonce à sa supériorité, il fait partie d'une élite certes. Mais il y a aussi une élite de médecins, une élite de notaires. Sartre 1947, 129. La querelle de Gautier est celle d'un esthète apolitique qui craint les classes dangereuses. Son mépris des latrines est en fait celui des masses, dont les besoins ignobles et les lectures vulgaires vont avec sa répugnante misère. Ce contre quoi Gautier s'insurge est un certain humanisme révolutionnaire, issu de l'encyclopédie et de la Convention. Le débat que veut engager ici ce jeune auteur grandi sous la Restauration a dans un sens déjà eu lieu au siècle des Lumières avec la querelle des bouffons. On sait que celle-ci oppose entre 1750 et 1760 les tenants de l'opéra de cour Lully, Rameau, Campra, etc. Les grands, les riches, les dames, Rousseau 1991 I 384, aux partisans de l'opéra bouffe italien, Giovanni Battista Pergolese, Leonardo Vinci, Leonardo Leo, Baldessaro Galuppi, dont le grand champion est Rousseau, rejoint avec plus ou moins de nuances par les autres encyclopédistes. L'enjeu de ce débat est politique et philosophique autant que musical. Fubini 1983. On peut y voir la première grande confrontation entre culture de masse et culture d'élite 2. Car les philosophes d'avant la Révolution affectionnent une production lyrique italienne à la fois plus réaliste. Dans la Serva Padrona, une domestique prend le pouvoir chez son patron en se faisant épouser par ruse, et plus accessible, la mélodie accompagnée s'opposant au récitatif austère de l'opéra français. Rousseau, auteur d'un opéra à succès s'inspirant du modèle italien, Le Devin du village 1852, théorise cette différence culturelle et nationale en opposant l'humanité essentielle de la mélodie, du travail de la voix, phénomène humain, phénomène de culture, à la pure science harmonique selon Rameau, qui ne serait qu'un équivalent de la nature immuable. En passant, il égratigne les principes fondamentaux de l'esthétique allemande. Comme les sentiments qu'excite en nous la peinture ne viennent point des couleurs, l'empire que la musique a sur nos âmes n'est point l'ouvrage des sons. De belles couleurs bien nuancées plaisent à la vue, mais ce plaisir est purement de sensation. C'est le dessin, c'est l'imitation qui donne à ces couleurs de la vie et de l'âme, ce sont les passions qu'elles expriment qui viennent émouvoir les nôtres, ce sont les objets qu'elles représentent qui viennent nous affecter. Comme la peinture n'est pas l'art de combiner des couleurs d'une manière agréable à la vue, la musique n'est pas non plus l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. S'il n'y avait que cela, l'une et l'autre seraient au nombre des sciences naturelles et non pas des beaux-arts. C'est l'imitation seule qui les élève à ce rang. Or, qu'est-ce qui fait de la peinture un art d'imitation ? C'est le dessin. Qu'est-ce qui de la musique en fait un autre ? C'est la mélodie. Rousseau 1992, 147, 153. On est frappé d'entendre là comme une critique à la fois des vertus accordées de nos jours à l'abstraction en art, et de la scientificité, que revendique le haut modernisme de la deuxième moitié du XXe siècle, face par exemple à la figuration ou à la tonalité. Jacques Derrida,
dont la critique du logocentrisme a tenu le rôle que l'on sait dans la légitimation des avant-gardes hermétiques, intervenant à 200 ans d'intervalle dans cette querelle ancienne, dont lui comprend parfaitement l'actualité, ironise sur la croyance naïve de Rousseau en la priorité ontologique de la mimésis. Derrida relève aussi, point essentiel, le caractère symboliquement maternel selon Rousseau, de la voix et de la mélodie. Des brocards de la posture antiformaliste du philosophe, qui oppose la forme de vie à la forme de mort, la forme mélodique à la forme harmonique, forme à contenu imitatif et forme sans contenu, forme pleine de sens et abstraction vide, Derrida 298. La musique de Rameau est depuis longtemps célébrée en France et dans le monde par des musiciens et des connaisseurs, celle de Rousseau s'est effacée des mémoires. Et pourtant, c'est lui qui aura gagné la querelle des bouffons, car 200 ans durant, la musique française va adhérer massivement à la doctrine expressiviste de Rousseau. Ce sont ces 2 siècles de retard que lui reprochent depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale les tenants français de l'atonalisme 3. Et d'abord à travers la longue tradition de l'opéra comique, dont ce devin du village est l'un des moments fondateurs. Dans l'histoire de la musique française du XIXe siècle, l'opéra comique, authentique genre lyrique avant d'être institution théâtrale d'État, où alterne longtemps dialogue et musique, et où le drame finira d'ailleurs par supplanter le comique, est proche donc du mélodrame populaire confère. La Dame Blanche de Boieldieu. Si la musique française s'est longtemps tenue largement à l'écart de la tradition germanique de musique pure, l'opéra comique y est pour au moins autant que le grand opéra. La tendance du grand opéra parisien sera semblable. Un Cherubini puis un Spontini s'installe à Paris. Le triomphe du style transalpin se poursuit après la Révolution jusqu'à la retraite de Rossini dont Stendhal aura pris la défense en des termes qui rappellent Jean-Jacques. Les mathématiques font un plaisir toujours égal, qui n'est pas susceptible de plus ou de moins. À l'autre extrémité de nos moyens de jouissance, je vois la musique, Stendhal. 41. Et d'opposer la mélodie à l'harmonie en des termes semblables à Rousseau. La science est nécessaire pour écrire de l'harmonie. Voilà la nécessité fatale qui a donné prétexte aux sots et aux pédants de toutes les couleurs pour s'immiscer dans la musique, 125. Et de préférer à l'école allemande, créée par Bach, l'école italienne créée par Alessandro Scarlatti, où les accompagnements ne nuisent pas au chant, 123. Un siècle plus tard, un poète français moderniste qui chercha toute sa vie la synthèse entre modernisme surréalisant et néoclassicisme, publie un célèbre pamphlet, Haï des atonalistes, Le Coq et l'Arlequin, Cocteau, où il dresse semblable réquisitoire contre la musique que l'on écoute la tête dans les mains, visant Wagner et le wagnérisme français mais aussi la deuxième école de Vienne. Car c'est à Vienne au début du XXe siècle qu'une longue tradition d'expérimentation germanique, forme sonate beethovenienne, chromatisme wagnérien, tonalité relâchée du dernier Liszt, débouchera sur cette rationalisation suprême du discours musical que sont le système dodécaphonique, puis le sérialisme étendu. Or cette approche austère de la musique, conforme au modernisme de cet autre viennois, l'architecte Loss, l'art doit imiter la machine, est absolument étrangère à tous les plus grands compositeurs de France, de Berlioz à Milhaud, de Saint-Saëns à Poulenc, de Chausson à Jolivet, alors même qu'un avant-gardisme de plus en plus impénétrable emporte des pans entiers de la poésie et de la peinture dans ce même pays. Un Mallarmé, un Delaunay y trouvent tout de suite leur public restreint, raffiné, alors que le premier compositeur d'avant-garde français, Edgar Varèse, éprouve le besoin de s'expatrier aux États-Unis en 1916 où il pourra assez rapidement remporter un succès de scandale. Dans cette tradition française réfractaire, Berlioz est exemplaire, comme le souligne l'attitude qu'adoptent à son égard la plupart de nos avant-gardistes, n'admirant en lui que le fondateur de l'orchestration moderne. En effet, aimer la musique de Berlioz dans toutes ses dimensions, dramatique, lyrique, harmonique, ce serait admirer le musicien antimoderniste par excellence pour qui la musique, art cérémoniel, a le pouvoir de donner expression et forme aux moments cruciaux de l'existence, Kearney 62. Compositeur longtemps raillé en France de musique à programme, de symphonies dramatiques et de légendes symphoniques, Berlioz jette sans doute les bases de l'orchestre qu'un Jean Barraquet ou un Gheorghi Ligeti pourront exploiter un siècle plus tard, mais il porte surtout à son apogée la tradition du grand opéra français, illustré avant lui par des étrangers à Paris, Cherubini, Spontini, Meyerbeer, et auxquels se rattacheront encore les chefs-d'œuvre de la fin du siècle, Pénélope, Péléas, Ariane et Barbe-Bleue.
C'est une tradition qui plonge ses racines dans Gluck et dans le Sturmandrang, cette autre phase de la tradition germanique qui privilégie l'émotion dans la représentation. Au XXe siècle, ce sensualisme disputera avec succès le terrain au dodécaphonisme rébarbatif en la personne de Richard Strauss. Elle s'infiltrera même au sein de l'école sérielle, dans les opéras d'Alban Berg ou dans son théâtral concerto à la mémoire d'un ange. Berlioz admirait Gluck autant que Beethoven. Et chez celui-ci, c'était la dramaturgie toute nouvelle des symphonies qui le séduisait, 263, beaucoup plus que la forme de leur écriture dont il ne s'inspire guère, énième preuve de sa médiocrité selon ses détracteurs. En témoigne sa description mélodramatique de la 7e symphonie. Des rythmes inconciliables s'agitent péniblement les uns contre les autres, ce sont des pleurs, des sanglots, des supplications, c'est l'expression d'une douleur sans borne, d'une souffrance dévorante. Kern 2, 91. Tout comme Rousseau, Berlioz croit à l'imitation en musique 4. La popularité du théâtre lyrique en France, au même titre alors qu'en Italie, va bien au-delà de son public immédiat grâce aux transcriptions pour piano, aux vulgarisations du type que l'on pratique sur la scène des nouveautés lyriques 5 et aux chanteurs de rue. C'est sans doute cette large assise sociale qui portera cet hédonisme, de la musique savante jusque dans les années 1940. Car lorsqu'à la fin du Second Empire s'épanouira en France la musique instrumentale, celle-ci sera contaminée par la facilité de l'art lyrique. Le développement volontariste d'une grande école française de musique symphonique, de chambre et de mélodie vise certes à damer le pion aux grands symphonistes et chambristes que comptent depuis un siècle les vainqueurs de Sedan. Mais cette nouvelle musique continuera néanmoins d'adhérer, y compris en ses sommets, Chausson, Debussy 6, Fauré, Franck, Ducasse, Duparc, Lequeux, Magnard, Ravel, Saint-Saëns et j'en passe, à une sensibilité lyrique qu'on peut qualifier de féminoïde 7 par sa retenue, par une certaine délicatesse mélodique et harmonique et dans sa dimension vocale par une prosodie qui épouse les contours de la langue naturelle. Boulez déclare à contrario, si vous voulez comprendre les paroles, lisez le poème. Nous évoquerons plus loin les incidences des rapports sociaux de sexe sur les configurations du modernisme émergent, et notamment le lien historique entre création de femmes et lisibilité. Mais il est clair que pour l'avant-garde atonaliste, ces facilités, largement partagées par la musique instrumentale et vocale sous la Troisième République 8, constituent la tare d'à peu près toutes les musiques de France avant Boulez. L'opprobre peut remonter jusqu'à Couperin, à Jeannequin. La même abjection guette même les précurseurs les plus prestigieux. Dans son survol résolument atonaliste de la musique du XXe siècle, André Oder qualifie les 3 petites liturgies de la présence divine d'Olivier Messiaen de répliques féminines des noces, plus statiques en sa sensualité chatoyante que l'énorme bloc Strawinskaien, ne jouissant pas comme celui-ci du pouvoir d'évidence qui caractérise les chefs-d'œuvre. Oder 103. À l'égard d'une belle époque honnie, les virils dogmes de l'avant-garde ont beau jeu de fonder leur mépris dans l'histoire sociale. Les musiques les plus intimes y fleurissent essentiellement dans des salons artistiques animés par des femmes, des aristocrates brillantes qui firent parfois office de mécènes, confère la comtesse Edmond de Polignac. Pour les nombreux mélomanes qui apprécient à nouveau les beautés de cette musique, il est permis de voir dans cette protection féminine l'une des sources de celle-ci. Peter Wollen, 1993, a montré que dans le cas des ballets russes, c'est une tradition sensualiste et même licencieuse spécifiquement aristocratique qui présidera avec Diaghilev et Nijinsky à un modernisme aux antipodes de celui prôné par Adolphe Loos et qui sera adapté à la sensibilité de l'école musicale française. Wollen s'inspire de l'historien Arnaud Mayer, qui montre que l'influence hégémonique de l'Ancien Régime dans bien des secteurs de la société française et européenne perdure au-delà de l'époque des révolutions bourgeoises jusqu'à la Grande Guerre. Mais il est intéressant d'observer que culturellement cet historien est un moderniste viscéral, qui voit dans le conservatisme de la culture bourgeoise du XIXe siècle la preuve de l'hégémonie aristocratique prolongée, les divers abstractionnismes fin de siècle constituant la première vraie libération du poids du passé. On pourrait en déduire que le triomphe de ces modernismes hermétiques serait celui d'une culture authentiquement bourgeoise. Je ne suis pas loin de partager cette idée, mais dans une perspective non exclusive. Je pense qu'une authentique culture bourgeoise émerge vers le milieu du XIXe siècle avec entre autres les opéras bouffes d'Offenbach et le théâtre de boulevard, et qu'elle n'est réductible à celle de l'Ancien Régime qu'à partir d'un rigorisme moderniste absurde neuf.
Et pourtant les génies isolés et incompris du siècle bourgeois, ennemis de la culture conformiste, qui pour eux paraissait bien authentiquement bourgeoise, vont former une nouvelle aristocratie de bohémiens plus ou moins pauvres, toujours anti-bourgeois, toujours révoltés mais rarement ralliés à la commune. Sous Louis-Philippe et au-delà, la confrontation entre d'une part les arts et la littérature à vocation populaire, sociale, lisible, et d'autre part l'art pour l'art selon Gautier, Baudelaire ou les Parnassiens qui s'en inspirent, aura le même contenu de classe que celle qui opposa les partisans des bouffons à ceux de l'opéra de cour. Grâce aux livres de colportage, aux feuilletons de la presse populaire, aux ventes ambulantes des airs d'opéra et d'opérette, Fulcher, une culture réputée facile sera rapidement l'objet d'une diffusion de masse. L'art d'élite, en revanche, n'est plus défendu par des amateurs oisifs mais par des professionnels. Artistes et intellectuels bohèmes, en rupture ostensible avec une bourgeoisie qui cherche parfois à les museler en effet, procès des Fleurs du Mal, de Madame Bovary. Et cet art-là relève de plus en plus du difficile. Au risque de paraître sacrifié au effet facile que stigmatise le goût pur, on pourrait montrer que tout le langage de l'esthétique est enfermé dans un refus principiel du facile, entendu dans tous les sens que l'éthique et l'esthétique bourgeoise donnent à ce mot, que le goût pur, purement négatif en son essence, a pour principe le dégoût que l'on dit souvent viscéral. Il rend malade et fait vomir, pour tout ce qui est facile, comme on dit d'une musique ou d'un effet stylistique, mais aussi des apostrophes. Une femme ou de ses mœurs, Bourdieu 1979-566. Or, cette association entre le mauvais goût du peuple et le féminin va être au cœur de l'histoire du modernisme. 20 ans après la préface de Gautier, le naturalisme, dans son souci même du peuple, ne sera pas en reste de ses postures élitistes. Les premiers auteurs à s'en réclamer auront grand soin d'opposer la noblesse de leur production au roman de 4 sous qu'affectionne le peuple, que dévorent surtout les femmes de la petite et moyenne bourgeoisie. Dans la préface de Germiny Lacerteux, 1865, considéré comme le premier manifeste naturaliste, les frères Goncourt proposent une opposition entre sensation et savoir qui sera au cœur du modernisme et de ses exégèses. Aux petites œuvres polissonnes, les mémoires de filles, les confessions d'alcôve, les saletés érotiques, le scandale qui se retrousse dans une image aux devantures des librairies, ils opposent leur projet de roman vrai, qui récuse toute sentimentalité et tout sensationnalisme en faveur de ce qu'ils appellent la clinique de l'amour, Goncourt 23. Et il n'est pas indifférent que le naturalisme de Germiny Lacerteux, ce regard de clinicien, témoigne en fait d'une haine, d'une peur, à peine déguisée, aussi bien du peuple que de la sexualité féminine, étroitement associée dans cette histoire d'une pauvre domestique qui, malgré les nobles efforts de la bourgeoise éclairée et maternante qui l'emploie, ne peut échapper aux griffes d'un mauvais garçon défortif que la malheureuse a dans la peau. Rien d'étonnant dès lors, à ce que le plus grand des romans naturalistes, Madame Bovary, texte fondateur du modernisme s'il en fut 10, illustre la double distinction qui caractérisera celle-ci. Affective d'une part, elle apostrophe impassibilité objective, scientifique, ironique surtout du scripteur de haut style devant les souffrances de son personnage. La femme en lui se permet certes de s'identifier à l'héroïne mais dans un geste d'empathie tenu soigneusement hors texte. Madame Bovary, c'est moi. De pédigré, d'autre part, celui qui distingue la noblesse de sa propre écriture de la bassesse des romans de 4 sous dont son héroïne pour son malheur s'était gavée au couvent et qu'il décrit avec morgue dans un passage célèbre. Ce n'était qu'amour, amant, amante, dames persécutées s'évanouissant dans des pavillons solitaires, postillons qu'on tue à tous les relais, chevaux Q apostrophe. On crève à toutes les pages, forêt sombre, trouble du cœur, serments, sanglots, larmes et baisers, nacelles au clair de lune, rossignols dans les bosquets, messieurs braves comme des lions, doux comme des agneaux, vertueux comme on ne l'est pas, toujours bien mis, et qui pleurent comme des urnes. Flaubert 71 à 72. On croit entendre Louis Deluc railler un demi-siècle plus tard, l'abomination feuilletonesque, incarnée par exemple par Judex 1915 de Louis Feuillade, mélodrame patriotique à épisode immensément populaire en son temps et dont les péripéties peuvent évoquer celles de ces romans dont Flaubert se gausse. En un siècle, ce proto-modernisme, passé l'impressionnisme, le symbolisme et l'esthétisme se radicalisent. Après l'interlude des avant-gardes historiques, nous y reviendrons, le discrédit total va tomber sur la figuration, puis sur la tonalité, puis sur le récit même. Le rêve de Flaubert, un livre sur rien, un livre sans attache externe et qui tiendrait par la seule force interne de son style, se réalise après la Seconde Guerre mondiale avec le nouveau roman.
Flaubert, ironisant sur la littérature de gare, annonce le privilège tout aussi ironique qu'accordera Robe Grillet aux stéréotypes lavés. Mais ce froid mépris des sentiments faciles goûtés par la masse annonce aussi celui du compositeur de musique contemporaine. Enfermé dans les certitudes pseudo-scientifiques de sa mathématique, superbement indifférent à ce sentiment d'horreur que procurent aux oreilles de l'immense majorité des humains ces sonorités savantes, est-ce Morton Feldman qui a dit « Ça nous est égal que personne ne nous écoute ». Il voue le plus hautain mépris à la musique féminine d'un Fauré ou d'un Massenet, qui est pour lui ce qu'est le mélo, ou le roman de gare, pour la grande tradition littéraire française, et pour la cinéphilie savante 12. Et depuis la Nouveau Vague, cette distance flaubertienne, ce mépris du peuple et de son goût vulgaire, s'est insinué dans la production cinématographique de différents pays du centre. Citons dès la fin des années 50, un certain courant au sein du jeune cinéma français. Adieu Philippines 1959 de Jacques Rosier, La Rosière de Pessac 1968 de Jean Eustache, Tous les premiers Chabrol, etc. Plus récemment, certains auteurs de ce nouvel Hollywood, tant prisé en France, vont cultiver cette impassibilité à la fois goguenarde et méprisante envers les gens ordinaires et envers les femmes, qui est l'un des piliers de la posture moderniste, et dont Fargo des frères Cohen constitue l'emblème, confère ci-dessous. Si la pensée moderniste, en bonne voie d'hégémonie sur les arts et lettres en France dès le début du XXe siècle, se croit tenue de se mesurer sans cesse à cette culture de masse féminisante, goûtée par le peuple 13, c'est pour affirmer sa propre différence, sa propre légitimité contestataire. Comme le développe magistralement Andreas Huysens, 2004, cette vision des choses est profondément sexuée. Le peuple et sa culture de masse y sont féminisés alors que la grande culture y demeure le monopole du masculin. Le créateur moderniste a toujours eu besoin de la culture de masse comme autre, comme étalon féminisé de cette supériorité masculine, qui découle de la rationalité de ses formes, de la conscience qu'il a de sa propre écriture, de la distance, clinique, qu'il observe face à l'épanchement vulgaire des sentiments. Le mélo est bien l'autre irréductible de l'art légitime, j'aurai l'occasion d'y revenir. Face au raffinement stylistique, aux abstractions de la culture d'élite, les arts et lettres de masse, mais qui songerait à les appeler ainsi, n'aurait à proposer que des histoires toujours déjà connues et surtout des sensations brutes. Mais si depuis Flaubert au moins, le modernisme a besoin de la culture de masse comme repoussoir, avec la découverte du cinéma par les élites, tout un pan naissant de cette culture va se trouver adoubé par le modernisme en plein essor. Aux alentours de 1912, le jeune Louis Deluc, comme d'autres intellectuels de son âge, comme sa compagne, l'actrice Claudienne F. Francis, s'encanaille volontiers, au cirque, au cave-conque, au chat noir. Tout différent de l'encanaillement de la génération précédente, d'un poète argotique et anarchisant comme Jehan Richepin par exemple, l'apolitisme de la vision de Deluc va se préciser dans les chroniques qu'il consacre, à partir de 1916, à ce qui est déjà en passe de devenir l'art de masse par excellence. Car en se ralliant à la cause d'un cinéma encore méprisé par sa caste 14, Deluc célèbre en fait les valeurs les plus avancées de celle-ci. Il a beau se moquer gentiment de l'étiquette 7e art, de son ami Canudo 15. Lui aussi cherche à enrôler le cinéma sous la bannière de l'esthétique, à l'intégrer de force dans les canons de l'art noble. C'est comme si, à l'aube de l'ère de la reproduction mécanique, Deluc avait voulu couper par avance l'herbe sous les pieds de Walter Benjamin, en refondant l'aura déclinante et son privilège social ailleurs que dans la qualité unique et irremplaçable de l'original. C'est une stratégie de détournement, surréaliste avant la lettre, qui va permettre à Deluc de régénérer effectivement l'aura sur de nouvelles bases, celle notamment du nom d'auteur, dont il est l'inventeur pour le cinéma 16, au sein même de ce moyen d'expression que Benjamin prendra quelques années plus tard, pour l'exemple même du dépassement historique du concept même d'aura, Benjamin 1991. Si donc, de sa place d'homme cultivé, Louis Deluc prétend s'intéresser de plein pied à ces productions populaires, son projet consiste non à réconcilier culture d'élite et culture de masse, ce futur projet postmoderniste, mais tout simplement à annexer pour le modernisme ce nouvel art de masse, à créer un espace de délectation privilégié par-dessus la tête de son véritable destinataire socio-économique, le grand public, et reconfirmer ainsi la supériorité de sa caste. Cette annexion sera accomplie en infusant au cinéma, sur le papier 17 et d'en haut, les deux grands principes du modernisme,
dont l'éclat est tel dans les arts visuels en ce début de siècle français. L'opacité du signifiant, chez Deluc, c'est la fétichisation de la photogénie, des paysages, des objets, des gestes, des visages, et la dévalorisation des fonctions narratives et référentielles. Les films les plus prisés par Deluc le ramènent invariablement aux grands archétypes narratifs prémodernes, toujours déjà interrogés, ce qui en dispense le chroniqueur. Pour reprendre la définition lapidaire de Benjamin Buchelot, 1995, être moderniste, c'est enlever du signe les couches symboliques et iconiques. Ce n'est pas fortuitement que Deluc et d'autres écrivains de sa génération, Jean Epstein, mais aussi Aragon et Moussinac, lancent leur opéa moderniste sur le jeune cinéma peu après le lancement de la NRF 1909 et des éditions Gallimard 1911. La Nouvelle Revue Française aura accumulé, dans l'entre-deux-guerres, un capital symbolique tel qu'elle concentrait, voire incarnait à elle seule le champ de la production restreinte. Bastion de l'art pour l'art, elle avait imposé un modèle de rigueur esthétique aussi bien opposé au bon goût mondain qu'à l'absence de stylisation ou à la vulgarité du roman populaire. Sapira 1996 4-5. Mais en son temps, le geste de Deluc est tout à fait original, car cette véritable razzia, qui porte potentiellement sur un secteur entier de la culture de masse, est sans précédent dans la critique littéraire, théâtrale ou picturale. Certes, le jazz aussi sera bientôt à l'honneur en Europe, y compris chez des compositeurs se réclamant du modernisme, Mio in the Meat Stravinsky. Mais si Gide découvre Hamet à la fin des années 30, le roman noir états-unien ne fera son entrée chez Gallimard qu'en 1945 et les comiques resteront encore longtemps un culte marginal. Et puis jamais aucune de ces annexions n'atteindra l'envergure qu'aura la démarche cinéphile, surtout à partir de 1945-18. L'esthétisme moderniste a été peu critiqué en France, ce qui est à la fois indice et cause de l'hégémonie chez nous de cette façon de penser les arts et les lettres 19. Depuis qu'à l'intérieur du Parti communiste, les tenants d'un art engagé qui cherchait timidement une théorisation post-gidanovienne ont capitulé en rase campagne devant les tenants modernistes, abstractionnistes, de la liberté de la création. Comité central d'Argenteuil 1966. 20. Depuis que les tentatives libertaires de réactiver la vision des avant-gardes historiques se sont dissoutes à nouveau, pour ce qui est du cinéma, dans un art pour L'. Art hermétique, Godard. Seuls quelques pamphlétaires ont cherché le débat au niveau de l'art contemporain, dénonçant une politique officielle qui ne reconnaît depuis Pompidou que le seul canon homodémiste. Si l'hégémonie moderniste en France dans les arts et lettres remonte au moins au début du XXe siècle, elle dut un temps s'affronter à des contestataires prestigieux, Jean-Paul Sartre, Bernard Dor, Lucien Goldman, Edgar Morin et même Georges Bataille pour son refus argumenté de la peinture abstraite. À la fin des années 70, la nouvelle trahison des clercs aura un effet non négligeable dans les arts et lettres. Déjà sous la présidence de Pompidou, et la règne de Michel Guy à la culture, le haut-modernisme était en passe de devenir art officiel. Le tournant politique de 1978 à 80, rupture du programme commun, mise au pas du PCF par François Mitterrand, contre-attaque médiatisée d'une jeune génération d'anciens gauchistes convertis en prophètes de tous les postes, nouveaux philosophes, coïncide avec la banalisation définitive du haut-modernisme comme politique officielle d'un État depuis toujours champion du monde de la protection de la culture. Ouf! La France avait plus que rattrapé un retard historique, notamment sur les États-Unis, qui ne troublait pas le sommeil de beaucoup de Français. En haut lieu, le consensus pèse si lourd que la contestation se fera rare, discrète, peu prestigieuse. Par-ci par-là, des auteurs au parcours divers, Attali, Fumaroli, Schneider, Dutertre, prennent pour cible principale la musique contemporaine, dont la radicalité rébarbative est devenue valeur officielle, y compris au Conservatoire national de musique, et bénéficie d'importantes aides matérielles. Le débat s'est étendu aux beaux-arts. Mais là, les intervenants antimodernistes étant de plus en plus marqués à droite, plusieurs contributions émanent de la revue Crisis. Les turiféraires de l'avant-garde vont sauter sur l'occasion d'amalgame et à gauche l'autocensure va rentrer en jeu. Il est en effet gênant de paraître mêler ces critiques à ceux de l'extrême droite raciste. Certes. Mais celle-ci surfe de tout temps sur les contradictions que feignent d'ignorer aussi bien la social-démocratie que la droite des milieux d'affaires, dite républicaine. Comme par exemple celle qui consiste à faire financer en priorité et au nom de la collectivité nationale,
des activités artistiques, comme certains cinémas d'auteur, qui ne concernent qu'une infime minorité. Car il s'agit là de l'expression sans phare d'une complicité culturelle de classe, autour de ce que Pierre Bourdieu a nommé « la distinction ». Le débat a tourné aussi sur la question de la valeur sociale des avant-gardes actuelles. Pour Yves Michaud, qui a donné un bon résumé de ces affrontements dans la crise de l'art contemporain, modernistes et antimodernistes partagent cet idéal tout républicain que l'art peut être le ciment de la société, un lieu d'utopie préfigurant, promouvant même par l'exemple, la résolution des antagonismes sociaux. Pour les antimodernistes, l'art élitaire d'aujourd'hui divise et exclut. Ils n'ont aucune difficulté à en convaincre les artistes, qui le savent déjà. Mais pour les tenants de l'avant-garde, c'est précisément grâce à l'incompréhension des masses, hypnotisées par la télévision, que le haut modernisme se voit conforté dans son rôle de résistant, de réfractaire aux valeurs commerciales, et se délivre un brevet de force de progrès. La constitution du concept de l'œuvre d'art d'avant-garde reconnue par une élite progressiste de connaisseurs clairvoyants est une première tentative pour bloquer le processus de mort de l'utopie. Elle transfère avec habileté l'échec de la communication esthétique sur le philistinisme du bourgeois obtus, exonère le public populaire de toute responsabilité en imputant son silence à un manque involontaire d'éducation, et réinstaure un consensus communicationnel idéal au sein de L'. Élite des spectateurs avancés et engagés, 246. Michaud décrit ici l'idéologie qui s'affirme dans les premières années de la Troisième République, quand Mallarmé s'amuse à jouer sur les mots. La participation d'un peuple jusqu'ici ignoré à la vie politique de la France est un fait social qui honore toute la fin du XIXe siècle. Il y a un parallèle en art, le chemin étant préparé par une évolution que le public, avec une prescience rare, a qualifiée dès sa première apparition d'intransigeant, ce qui en langage politique veut dire radical et démocratique. Cite. Michaud 246-7. C'est à partir de cette déjà ancienne vision, et de la conscience chez les élites de leur rôle d'éclaireur, que l'État a implanté dans des municipalités populaires et qu'il subventionne encore, des équipements culturels voués à des spectacles ésotériques ignorés du public local, par exemple Bob Wilson à Bobigny. Entre le tournant régressif, raciste, homophobe, anti-jeune et méchamment philistin, imposé à la politique culturelle dans les villes à direction FN, et une politique enfin ouverte, plurielle, sans aucune censure mais qui libérerait des formes de création à la fois authentiques et accessibles et qui de ce fait sont aujourd'hui marginalisées, on saura le jour venu, reconnaître la gauche de la droite. Encore deux observations sur ce sujet d'actualité. Si l'idéologie spontanée des artistes et des critiques, de gauche ou de droite, aujourd'hui en place, et ce au-delà du leurre d'un accès populaire aux arts d'élite, 22, les porte vers les avant-gardes, c'est aussi en raison du caractère viril du geste moderniste. Et si aujourd'hui l'antimodernisme agressif de l'extrême droite surfe sur un large ressentiment envers les élites dans certaines couches, certaines régions aliénées, l'histoire offre des paradoxes à retenir. Hitler s'en prenait certes violemment à l'art dégénéré. Et cependant un Webern, un Junger, un Nolde sont allés vers les nazis, au même titre qu'un Pfitzner, tandis que les futuristes italiens ont rallié Mussolini, tout comme un Ezra Pound. Nous reviendrons sur ces questions. Pour quelqu'un de ma génération, le consensus étonnant, tant politique que médiatique, qui règne dans notre pays depuis les années 70 sur ces questions offre un contraste frappant avec la méfiance extrême qui y accueillait dans les années 50 et 60 les différentes manifestations du modernisme états-unien, Abstract Expressionism, Color Field Painting, New American Cinema. Méfiance aux résonances chauvines, inspirée sans doute par le sentiment que Paris avait été détrôné comme capitale du modernisme, mais aussi parfois par le soupçon qu'il y avait une entreprise politique là-dessous. Et en effet, c'est l'époque où aux États-Unis, pour raison de guerre froide, voyez la liberté exemplaire des artistes d'Amérique face aux contraintes du vulgaire réalisme socialiste, confère Guibaud. Le modernisme reçoit l'imprimature surprenante d'une classe politique états-unienne traditionnellement, agressivement béotienne 23. Il est d'ailleurs intéressant d'observer que l'attribution 2 décennies plus tard d'une semblable légitimité en France, l'instauration depuis Pompidou, Giscard et Michel Guy, du modernisme comme doctrine artistique officielle de la Ve République, l'Hôtel de Ville sous Chirac organisant une grande exposition Hartung,
le maire lui-même confiant à un journaliste que son disque de chevet était le marteau sans maître, va accompagner le ralliement de larges secteurs de l'intelligentsia française à la vision US de L'. Organisation sociale. Comment s'articule l'histoire de telle ou telle formation sociale à celle de son modernisme? Comment se fait-il que dans les années 60, au moment même où la pensée française la plus avancée, telle qu'elle, Art Press, célèbre courageusement des artistes new-yorkais consacrés outre-Atlantique depuis plus d'une décennie, gronde déjà là-bas une révolte contre ce qui y est clairement perçu comme un art officiel, élitiste et conservateur? Et qu'au cours des années 70, alors même que le modernisme s'institutionnalise sans opposition en France, des pays comme l'Allemagne, l'Angleterre et d'abord les États-Unis voient se développer une forte méfiance théorique et radicale à son égard? Bien que défendu en littérature depuis les années 30 par l'influente Partisan Review, comparable à certains égards à la NRF, la véritable ascendance économique et médiatique du modernisme aux États-Unis coïncide avec celle de l'école de peinture de New York, cet expressionnisme abstrait, dont le champion est Clement Greenberg. En se retirant complètement du public, le poète ou l'artiste d'avant-garde cherchait à maintenir le niveau élevé de son art en le raréfiant et en l'élevant à l'expression d'un absolu où toute contingence et toute contradiction seraient soit résolues, soit sans objet. C'est dans cette quête de l'absolu que l'avant-garde, et la poésie aussi bien, est arrivée à l'art abstrait ou non objectif 11-2. Contre ce culte de l'abstraction, la proscription de la figure et du récit, contre cet enfermement de l'auteur et son œuvre dans leur recherche de l'absolu, se sont dressés dès le début des années 60 des artistes et des critiques qu'on commence déjà alors à qualifier confidentiellement de post-modernes, en ce sens qu'ils s'inscrivent en faux, explicitement ou implicitement, contre les présupposés hermétiques du modernisme chic et qu'ils cherchent, avec des degrés de rigueur divers, à réactualiser l'ambition de réunir L'. Art et la vie qui caractérisa les avant-gardes historiques. Mais les pratiques associées à cette contestation, les happenings, environment et autres earthworks, comme les poèmes d'un Corso ou les romans d'un Burroughs, reconduisent dans une très large mesure et comme malgré elles certains des canons du modernisme. Et par exemple l'altière distance de celui-ci, les artistes pop des années 60, Warhol, Lichtenstein, Oldenburg sont les premiers à se désigner postmodernistes, et notamment parce qu'ils se tournent pour leur inspiration vers la culture de masse, la bande dessinée par exemple. Mais c'est encore et toujours dans l'esprit impassible de Flaubert qu'ils offrent au public cultivé un second regard sur les produits naïfs de la culture de masse, un regard qui vient après celui inculte du destinataire premier qui s'inscrit donc comme supérieur, puisque non dupe des sensations factices primaires produites à la chaîne, s'écoula in Buchloh 1995. C'est que ni le rock'n'roll, ni les mouvements beat ou hippie, ni même les luttes pour les droits civiques des Noirs ou contre la guerre au Vietnam, n'ont chamboulé l'ordre social états-unien comme la guerre de 14 à 18, la révolution d'octobre ou la lutte des classes en Allemagne ou en Italie, dont sont issues ces avant-gardes historiques européennes qui avaient pour objectif de réconcilier l'art et la vie et qui ont marqué toute la sensibilité occidentale jusqu'à nos jours. Mais à côté des artefacts destinés au marché de l'art, et qui ne peuvent qu'être un nouvel avatar de la rupture élitiste du modernisme, c'est aussi au début des années 60 que sont semées les graines d'une critique théorique et polémique de toute la tradition moderniste, notamment dans les écrits de Leslie Fiedler et de Susan Sontag, graines qui vont germer au cours des années 70 aux USA, mais aussi en Angleterre et en Allemagne, et dont on regroupe les fruits assez abusivement sous le vocable de postmodernisme. Dans le domaine de la pensée, ce terme en est venu à qualifier, selon la culture, selon le locuteur, aussi bien des intellectuels qui reconduisent les grands principes de l'idéologie moderniste, Jameson, Lyotard 24, que d'autres qui, à l'instar du philosophe états-unien Rorty, optent pour un relativisme généralisé, schématiquement. Il n'y a plus de valeurs universelles en art, puisque chaque époque, chaque culture, chaque spectateur crée sa propre œuvre. C'est une remise en perspective sans doute salutaire, à condition qu'elle ne fasse pas simplement écho à ce cynisme devenu idéologie politique hégémonique aux États-Unis aujourd'hui. Le postmodernisme états-unien 25 est donc à la fois plus ancien et pour une part non négligeable, plus dissident que son pendant français qui, lui, émerge dans la deuxième moitié des années 70 en même temps que la pernicieuse nouvelle philosophie et sa mort des utopies. Mais quoi qu'il en soit de l'étiquette, cette critique du modernisme qui se développe un peu partout aujourd'hui,
sauf en France et dans les pays latins où Paris semble fasciner encore, a reçu ses principales impulsions de certains courants marxisants, cultural studies anglaises confèrent ci-dessous, mais surtout du féminisme. Car si l'économisme marxiste n'est pas nécessairement incompatible avec le scientisme et les tendances les plus abstractionnistes du modernisme, celle-ci semble avoir été peu du goût des femmes. C'est une évidence, le modernisme, ce sont des Français de sexe masculin qui l'ont fondé, Gautier, Baudelaire, Flaubert, et non par exemple George Sand, Marceline Desbordes de Valmore ou Colette, restés fidèles aux formes consacrées de la langue maternelle. Restés plus près du corps et des sentiments vulgaires. À l'échelle européenne de même, les créateurs jalons du modernisme de Dostoïevski à Kafka ont tous été des hommes. Car des grandes écrivaines reconnues de ce siècle et demi, dont la plupart sont de langue anglaise, on peut dire, détournant un titre de Jane Austen, que les enjeux de sens et sensibilité priment toujours sur les questions de style et de forme. Je songe avant tout à la lignée des grandes romancières anglaises, d'Anne Radcliffe et Maria Edgeworth à Virginia Woolf et Ivy Compton Burnett, en passant par les sœurs Brontë, Mary Shelley ou George Eliot, et dont les descendantes actuelles, au hasard, Nadine Gorrimet, Doris Lessing, Marilyn French, Toni Morrison, Joyce Carol Oates, perpétuent dans le cadre du grand roman populaire une littérature que je qualifierais d'engagée dans un sens lucaxo-sartrin. Voilà qui semble étayer l'une des prémices essentielles du présent ouvrage. Historiquement, socialement, moralement, les femmes dotées d'une conscience de sexe n'ont que faire du haut modernisme 26 qui est historiquement, et encore pour l'essentiel de nos jours, une idéologie et une pratique masculine. Je voudrais ici rendre un hommage un peu paradoxal peut-être, au jeune Théophile Gautier et à sa mademoiselle de Maupin, qui semble avoir pressenti cette réticence féminine. Certes, la préface que nous connaissons de cet étrange roman riposte à la réception hostile pour raisons morales réservée à sa publication en feuilleton et qui prend pour cible l'utilitarisme bourgeois et sa censure puritaine, inclut bien la définition fondatrice transcrite ici en exergue, de l'art pour l'art. Et s'il est aujourd'hui de bon ton de refuser de reconnaître dans ce concept, cher aux parnassiens et aux esthètes fin de siècle, la doctrine moderniste, le corps du roman va vite confirmer que cette formulation recouvre bien pour l'essentiel celle-ci. Et tout d'abord dans les pages célèbres où d'Albert, le héros de Gautier, décrète que parmi bien d'autres choses ennuyeuses, la comédie et la tragédie l'ennuient tout autant que le drame et d'exposer son rêve d'un théâtre fantastique, extravagant, impossible, où l'honnête public sifflerait impitoyablement dès la première scène, faute d'y comprendre mot. Gautier 266. Voilà bien un point fondamental pour toute la généalogie du modernisme. La valeur de l'œuvre serait inversement proportionnelle à la compréhension du vulgum pecus. La vision de d'Albert annonce donc non seulement la vocation hermétique et inutile de certaines œuvres phares à venir, les pièces de Raymond Roussel, de Kandinsky ou de Bob Wilson, mais aussi la banalisation critique de cette notion du rejet d'une œuvre par le grand public, son échec commercial donc, comme gage majeur de valeur artistique 27. Certes, ce programme moderniste a des racines ailleurs qu'en France et notamment outre-Rhin. L'idée de l'autonomie autotélique de l'œuvre d'art préside à la naissance de l'esthétique dans l'Allemagne de l'Aufklärung, où Baumgarten, Kant et les autres vont constituer l'œuvre d'art en métaphore du sujet libre idéal, soumettant à la raison ce sentiment du beau qui lui échappait encore, le mettant au service de l'état absolutiste. Ce discours de l'esthétique, étrange et nouveau, qui va germer au XIXe siècle n'est pas un défi lancé à l'autorité politique, mais il peut être lu comme symptomatique d'un dilemme idéologique inhérent au pouvoir absolutiste. Un tel pouvoir a besoin, à des fins qui lui sont propres, de prendre en compte la vie sensible, car sans une compréhension de celle-ci, aucune domination n'est sûre. Comment imaginer que le monde des sentiments et des sensations soit abandonné au subjectif, à ce que Kant désignait avec mépris comme l'égoïsme du goût? Au contraire, il faut l'inclure dans le cercle majestueux de la raison elle-même, Eagleton 1990-15. Mais l'esthétique fonde l'autonomie de l'œuvre d'art, elle est donc aussi une utopie bourgeoise. Du fond des ténèbres d'ignorance de cette féodalité tardive, il fut possible de projeter la vision d'un ordre universel de sujets humains libres, égaux et autonomes, n'obéissant qu'aux lois qu'eux-mêmes se seraient données.
Cette sphère publique bourgeoise constitue une rupture décisive d'avec les privilèges et les particularismes de l'Ancien Régime, car elle instaure la classe moyenne, en image sinon en réalité, comme véritable sujet universel, compensant par la grandeur de ce rêve son impuissance politique. Ce qui est en jeu ici n'est rien moins que la production d'un type nouveau de sujet humain, un sujet qui, comme l'œuvre d'art elle-même, découvre la loi dans les profondeurs de sa propre identité libre, plutôt que dans quelque pouvoir oppresseur externe. 19. Mais ce n'est pas la classe qui a fait la révolution, ni a fortiori ce grand penseur politique qu'est Hegel, qui vont nier toute utilité à l'art. Que cet honneur incertain revienne à des écrivains français, a sans doute à voir avec cette volonté chez les intellectuels de l'âge des révolutions de se constituer en noblesse de rechange, au-dessus de la mêlée, comme le suggère Sartre. Or, si nous pouvons lire dans les idées de d'Albert une prescience extraordinaire des radicalités à venir, le projet entrepris par lui au cours du roman sera plus modeste. Une mise en scène fumeusement excentrique de Shakespeare. Il est à noter que si les spécialistes modernes de Mademoiselle de Maupin accordent en général leur faveur aux indices proto-modernistes au niveau du signifiant, point de vue multiples, chronologie décalée, intervention auto-réflexive et ironique de l'auteur, ils prennent soin, comme il se doit, de reléguer la doctrine de l'art pour l'art dans sa formulation crue au rayon des accessoires ingénus du romantisme 28. Ce déni est révélateur de la gêne qui entoure depuis longtemps ces questions en France. En raison des connotations politiques et morales de l'élitisme culturel, assumé sans vergogne par Gautier avec son « art pour l'art », les Français préfèrent se référer à la modernité de Baudelaire, qui offre l'insigne avantage de dissimuler la morgue des élites derrière le mouvement implacable de l'histoire. Quoi de plus naturel que la modernité? Et pourtant, Mademoiselle de Maupin n'en demeure pas moins une œuvre clivée. Car le jeune Gautier romancier s'y montre beaucoup moins confiant que le polémiste en la validité de ses convictions. Voici en effet un auteur de 25 ans qui monte un fougueux plaidoyer en faveur de la nécessaire inutilité de l'art à l'occasion d'un roman dont pourtant la substance et la structure, telles qu'elles émergent de ces amphigouries proto-modernistes, finissent par mettre en cause la validité universelle de cette vision masculine. D'Albert, alter ego de l'auteur, est un personnage composite, à la fois oisif gentilhomme d'un XVIIe siècle volontairement approximatif, libertin pré-révolutionnaire, et héros romantique dans la lignée de Werther ou de Julien Sorel, Buisine 1994. Mais, à la différence de ces deux autres artistes sans art, sa propre sensibilité créatrice, si elle reste de son propre aveu, tout dans sa tête, ne sera pas étouffée, mise en échec par la dangerosité féminine selon le schéma classique de la littérature française. Lui ne sera pas la victime d'une passion amoureuse qui menace de l'entraîner au fond des vapeurs fatales de la léthargie que dégage invariablement la femme aimée. Le Werther de Goethe, perdant son âme d'artiste dans l'amour impossible qu'il porte à Charlotte, laquelle de sa main lui fera remettre les pistolets du suicide. L'Octave de Musset ne retrouvant le chemin de son génie qu'une fois débarrassé de cette pauvre Brigitte Pearson, femme parfaite en tout, qu'il a dévirilisée malgré elle. 29. Certes, Gautier va aussi développer plus explicitement encore que ses prédécesseurs, une dichotomie entre l'essence masculine et la contingence féminine. Mais pour une fois celle-ci ne débouche pas sur une lutte à mort de l'homme chez Goethe ou Stendhal, de la femme chez Musset ou Balzac, mais sur une tension non résolue, sur une interrogation. Dans une correspondance adressée à son ami lointain Silvio, d'Albert confie sur un ton de plus en plus exalté ses deux grandes aspirations. La recherche d'un art absolu défini par sa parfaite inutilité, et celle plus urgente mais beaucoup moins importante d'une maîtresse. D'Albert nous l'apprend sans embâge. Il a besoin d'une maîtresse comme il aurait besoin d'un cheval. Il s'agit en somme d'un besoin désespérément humain, à la fois conformité sociale et hygiène sexuelle. Il figure au rang de ces besoins que Gautier préfacier qualifiera des ignobles et dégoûtants. Voilà du moins pour la sexualité de la femme et pour sa valeur d'échange. Mais un besoin autrement noble s'attache à son image. Car la beauté féminine parfaite que d'Albert recherche est définie dans un véritable florilège de la peinture classique, éventaire longuement motivé de détails fétichisés. À ce niveau donc, mais à ce niveau seulement, celui de la femme comme forme pure, les deux quêtes se confondent, comme pour illustrer le postulat de base de l'esthétique hellénique qui définit toute beauté à l'aune de l'harmonie du corps humain.
Cette fusion prendra même corps fugitivement dans cette représentation amateur de Comme il vous plaira, où le rôle de Rosalinde, femme qui se travestit en homme, sera tenu par Théodore, déguisement masculin de Madeleine de Maupin. Brouillage à travers lequel Gautier veut peut-être suggérer que la vraie beauté n'a pas de sexe. À ce titre, le roman est une sorte d'exorcisme raté visant à purifier, à désincarner l'expérience esthétique 30. Cependant, les idéaux d'art et de beauté chez Gautier d'Albert, développés sur des dizaines de pages de plus en plus empoulées, semblent aussi de plus en plus hors d'atteinte, ce que les spécialistes du roman méprennent pour la logique défaitiste du fantasme romantique. Grâce à l'organisation formelle du récit et notamment aux ruptures de point de vue, le caractère absolu du projet de d'Albert est comme pris dans la tempête d'une ironie que nous pouvons qualifier effectivement de proto-moderniste, le modèle étant sans doute Tristram Shandy, 31. Une ironie généralisée sera au cœur du modernisme, c'est elle qui tiendra à distance la culture de masse et son public, et sera en effet la sclérose terminale de la vision généreuse qui sous-tendait les débuts du romantisme 32. Cette ironie recèle aussi le potentiel critique du modernisme, lequel va éclore brièvement dans les avant-gardes historiques, et dont un Jürgen Habermas redoute qu'il ne disparaisse de façon définitive à l'ère postmoderne. Donc, les choses étant ce qu'elles sont et la parfaite image féminine tardant à paraître, d'Albert a pris pour maîtresse une superbe veuve, Rosette, qui lui apporte les délices d'une sexualité entreprenante et totalement libérée. Dans ses bras, d'Albert se plonge dans le libertinage des Lumières, mais qui n'offre toujours pas, loin s'en faut, l'image idéale recherchée. D'Albert, en son fort intérieur, continue donc de s'ennuyer, mais croyant la dame éperdument amoureuse de lui, retarde généreusement la rupture inévitable. C'est alors que la parole passe à Rosette, et l'on apprend qu'elle n'est pas éprise du tout, qu'elle a depuis longtemps percé à jour le vain fantasme d'absolu que son amant s'acharne à écrire sur son corps, et qu'à son tour elle lui joue la comédie par compassion. De fait, Rosette en aime un autre, un certain Théodore, personnage hors champ qui la tient à distance pour des raisons non encore élucidées. Le livre comporte d'autres ruptures de point de vue, et notamment 2 interventions d'une voix d'auteur, distancée du héros au point de se permettre des plaisanteries sur son compte. Ces chapitres ont un caractère ambigu, selon que leur désinvolture se lit comme discréditant les idées de d'Albert ou réunissant auteur et personnage dans un même détachement cynique. Les interventions des personnages féminins, en revanche, ne sont ni cyniques ni ambiguës, et c'est leur franchise, leur ton sincère qui subvertissent le propos ostensible du roman. Soit donc Rosette, que d'Albert a séduite faute de mieux, et Madeleine de Maupin alias Théodore, en qui d'Albert croit d'abord avec effroi avoir rencontré un objet d'amour masculin. Lorsque le texte leur accorde la parole, chacune en profite pour railler gentiment d'Albert et ses quêtes, en des termes qui échappent au contrôle masculin, notamment en ce qu'ils sont dénués de cette froide ironie qui caractérise les 2 discours masculins du roman 33. Il est déjà inhabituel de rencontrer dans la littérature romantique française des personnages de femmes que le texte ne dévalorise jamais, ni explicitement ni implicitement. Et pourtant elles ne sont guère tendres pour le héros, ces femmes, nous apprenant qu'il se trompe sur elles du tout au tout, qu'elles-mêmes ne prennent nullement au sérieux un délire dont elles reconnaissent le caractère étroitement masculin. Enfin, leurs préoccupations à elles, certes moins nobles que celles de l'homme, sont néanmoins données comme parfaitement légitimes, parce que relevant du réel et non du fantasmagorique. Ce sont surtout les interventions épistolaires de Mademoiselle de Maupin, alias Théodore, qui relativisent dans ce roman la superbe du phallus. Si elles sont moins nombreuses que celles de d'Albert, les lettres de Madeleine sont placées exactement sur le même plan de crédibilité narrative et elles confirment sans embâche ce que laissait déjà entendre la voix de Rosette. Non seulement les raisons des femmes sont tout autres que celles des hommes, ça, tous les romantiques le savent, mais elles sont tout aussi légitimes, car la femme a les pieds sur terre. En fin de compte, où d'Albert va-t-il trouver l'image féminine idéale, symbole de la parfaite inutilité en art? Mais en la personne de cette figure encore fort rare dans les fictions de l'époque, une femme libre, une femme qui est tout sauf figée dans une beauté oisive. Madeleine de Maupin, jeune femme sans attache, formée à l'égal des hommes au maniement des armes et à l'art du cheval, a décidé de se déguiser en chevalier pour apprendre à connaître cet autre sexe si lointain, si impénétrable, avant de se risquer sur le marché des échanges amoureux. Comment se comportent-ils entre eux,
les hommes qui l'ont tenu si bien enfermée jusqu'ici, si bien à l'écart de ce monde qui leur appartient? Or, ce qu'elle découvre chez les militaires qu'elle côtoie ne lui plaît pas du tout. Elle entend de première main ce que les hommes pensent réellement des femmes, elle apprend leur misogynie et leur machisme, leur cynisme et leur superficialité. Si elle éprouve parfois dans la promiscuité d'une bande de chevaliers errants quelques velléités de désir, elle les réprime aussitôt, car elle a vite deviné que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Mais grâce à ses prouesses de cavalière et de combattante, elle leur arrache une qualité d'estime que jamais ils n'eussent témoignée, en connaissance de cause, à aucune femme. Et elle prend ainsi la pleine mesure de l'aliénation de son sexe. De cet homme, en qui il découvre l'image de la beauté enfin parfaite, d'Albert tombe amoureux malgré lui, faisant taire ses scrupules à l'aide de souvenirs de la noble homosexualité antique. Cette audace de Gautier, si elle a suscité l'ire des censeurs, est toute relative, puisque le lecteur sait déjà que Théodore est une femme et puisque les souvenirs grecs purifient aussitôt ce désir honteux en élan esthétique. Et lorsque sera accordée à la femme qui incarne cette image idéale, et la parole est l'occasion de juger le héros et sa passion, Madeleine écrira tranquillement à une lointaine amie d'enfance que si elle trouve cet homme attendrissant et plein de mérite, il ne l'attire pas. Tout au long du livre, d'Albert se lamente d'ailleurs sur son physique médiocre. Et pourtant, lorsqu'il a enfin surpris le secret du chevalier, et comme il est sans doute l'homme moralement le moins repoussant que Madeleine ait rencontré jusqu'ici, elle lui fera don de sa virginité, mais pour une nuit seulement, avant de reprendre son travesti et la vie d'aventure masculine qu'elle préfère désormais à la servitude des femmes. 30 ans plus tard, Madame Bovary pourra affirmer sans complexe le dédain moderniste pour les femmes et leurs raisons, refouler hors texte les pleurs sur la mort nécessaire d'Emma. 30 ans plus tôt, Mademoiselle de Maupin, en dépit de ses emphases, en partie à cause d'elle, semble moins confiant. Ne serait-ce que parce que le roman de Gautier, nous l'avons dit, est loin d'offrir cette précieuse inutilité qui, selon l'auteur de la célèbre préface, caractériserait le beau, ne serait-ce que parce que les besoins de Madeleine, à la différence de ceux de cette Emma que Flaubert nous construit, n'ont rien d'ignoble, ne serait-ce surtout parce que le texte semble reconnaître la légitimité de l'aspiration féminine à l'estime des hommes et à la liberté 34. Il est vrai que cette thématique n'est esquissée qu'en demi-teinte, et que le roman n'en demeure pas moins ambigu, notamment quant au statut des exagérations flamboyantes de son héros. Ce prato-modernisme de Dandy, est-il parodie ou antiphrase? Ou encore s'agit-il de l'auto-distanciation d'un jeune homme inquiet d'avoir entendu la voix des femmes? Quoi qu'il en soit, tel est le relief du personnage de Madeleine de Maupin qu'il est difficile de ne pas prendre acte de cet énoncé implicite. Pour les femmes, la poursuite d'une beauté inutile est une fuite du monde dont elles ne peuvent se payer le luxe. Aux prises qu'elles sont depuis toujours avec une réalité sociale oppressive, elles ne peuvent se constituer en sujet que contre celle-ci. Et leur sentiment d'estrangement face à cette quête masculine d'une sortie du monde dans la radicale autonomie de l'art, est d'autant plus aigu que c'est leur propre altérité d'exclus d'un monde masculin, qui incarnerait cette pure beauté inutile. Il est vrai que nous retrouvons là le schéma traditionnel de la littérature française, mis au jour par Michel Coquillat, le rattachement de la femme à la contingence, de l'homme à l'essence, l'indifférence féminine naturelle envers la soif de transcendance masculine. Mais dans ce roman, cette indifférence n'est pas écervelée, paresseuse. Ici les femmes agissent en connaissance de cause qu'elles semblent mieux connaître que le héros. La quête d'absolu du sire d'Albert, aussi fermement que Gautier lui-même y croit, apparaît en fin de compte dérisoire, du moins sûrement pour les lectrices de l'époque comme pour nous aujourd'hui, face à la quête de Mademoiselle de Maupin dressée contre la contingence des rôles sexuels au point de prendre le travesti comme d'autres prennent l'habit de nonne. J'ai placé en exergue de ce travail l'appréciation décapante sur l'esthétique en général, dont le modernisme représente la forme absolue, due à la plume de la grande romancière marxiste et féministe, Christa Wolf, 267. Car ce réel, contre lequel l'esthétique sert à nous défendre, est bien celui auquel renvoie le drame bourgeois et son successeur le mélodrame, ce réel du sens et de la sensibilité, que la personnalité typiquement masculine tend à refouler ou à sublimer. De fait, le modernisme constitue une attitude et une culture marquées profondément par le mode de pensée masculin. Ce concept proposé par deux chercheurs britanniques, Hudson et Jaco,
est fort utile à la critique du modernisme dont j'essaie de rassembler ici les éléments épars. Car les traits psychologiques que ces auteurs relèvent, privilège accordé à l'abstraction, refoulement de l'irrationnel des sentiments, tendance à voir tout en noir et en blanc, et plus généralement à prendre les êtres humains pour des objets et les objets pour des êtres humains, rappellent bien des traits de la pratique cinéphile pour ne se limiter qu'au domaine qui nous occupe en principe ici, confère. Ch3. Dans le domaine des lettres, Sandra Gilbert et Suzanne Gubard, avec leur magistrale étude des représentations anglo-états-uniennes de la guerre des sexes, prolongent ce type de réflexion en explorant les tensions sexuées à la racine du modernisme. Pour les poètes critiques, de D.H. Lawrence, T.S. Eliot, Ezra Pound et William Carlos Williams à John Crowe Ransom et R.P. Blackmur, un paysage littéraire peuplé de femmes qu'ils les jugent écrivassières, mentors, égales égéries ou éditrices de grands hommes ou grandes écrivaines, ne pouvait qu'être un no man's land, un terrain vain, languissant, qui les laisse avec ce que Max Beerbohm appelle un sentiment aigu de honte. Effectivement, le sentiment aigu de honte associé à ce terrain vain est peut-être dû, autant qu'à la révolution industrielle ou à la mort de Dieu, à la montée de l'imagination des femmes, qui pose un problème crucial pour l'imagination masculine. En effet, on peut supposer qu'une réaction contre la montée des femmes littéraires sera non seulement un motif de l'écriture moderniste mais une motivation pour le modernisme lui-même. L'établissement d'une avant-garde soi-disant anticonformiste peut être lui-même perçu comme faisant partie de ce phénomène. Gilbert et Gubard 1987, I 155-6. Et les auteurs de citer en exemple les poèmes d'Eliot et de Pound, on pourrait leur adjoindre un Saint John Perse, qui comporte deux stratégies jumelles, la résurrection des fragments du passé qui leur permet à la fois de contrer et de recouvrer la paternité noble des précurseurs, depuis Homère, Dante et Shakespeare, tandis que l'innovation langagière associée à l'avant-garde, les calembours, les allusions, les phrases en langue étrangère, les formes ésotériques et éclatées, fonctionnent comme un langage occulte ayant pour effet que seule une élite cultivée puisse participer à la communauté de la culture noble. Quelques femmes, comme Gertrude Stein et Djuna Barnes, ont effectivement rejoint cette communauté, mais dans l'ensemble elle est restée, a peut-être été conçue pour être un cercle d'hommes, 156. Et cet élitisme misogyne, qui méprise aussi bien l'inculte que le féminin, qui assimile l'un à l'autre, serait enraciné dans un inconscient littéraire masculin, hypothèse formulée d'abord par l'historien du langage, Walter Ong, en 1981. Les écrivains masculins de l'Europe sont depuis le Haut Moyen Âge, profondément impliqués dans une lutte dans et contre la langue vulgaire, entreprise qui les oblige sans cesse à usurper et à transformer la parole quotidienne des femmes et des enfants pour en faire un instrument de l'art, cultivé, masculin. Si les écrivains masculins, fin de siècle, modernistes ou postmodernistes, opposent une réaction misogyne à l'entrée des écrivassières sur le marché littéraire, traitent leurs paroles de simples babiles, ils semblent aussi avoir découvert qu'ils partageaient désormais, y étaient enfermés, en fait, le langage de ces femmes, et avoir réagi en fantasmant ce qu'eux, en tant qu'hommes, pouvaient bien en faire, de ce langage commun, 252 am 253, 35. Les obscurs calembours multilingues de Finnegan Wake, l'ursonate de Schwitters sous les poèmes du lettrisme français ne sont que des cas extrêmes de cette révolte contre la langue maternelle, véhicule de la culture de masse avec laquelle, jusqu'aux années 70, la plupart des écrivaines n'auront pas de problème. Deux études importantes sur des auteurs fondateurs du modernisme dans leurs pays respectifs semblent confirmer à quel point ce mouvement est une névrose de la masculinité. Dès l'âge de 14 ans, Flaubert cultive la passivité, ce fantasme vieux, célèbre dans un de ses écrits L'homme insensible, préfiguration de ce point de vue absolu que Gustave appellera aussi le style et que nous définirons comme le point de vue de la mort sur la vie. Sartre 1988, 228. Ainsi parle l'auteur de L'idiot de la famille, sans doute l'exploration la plus fouillée à ce jour de la genèse d'une sensibilité moderniste. Plus modestement, Frédéric Jameson aboutit à de semblables conclusions en étudiant l'œuvre romanesque de celui qui passe pour le premier moderniste anglais, le peintre et romancier Wyndham Lewis. Le terme positif qui correspond logiquement au terme négatif qu'est le principe féminin n'est pas le masculin, comme chez D.H. Lawrence, lequel chez Lewis n'est le site d'aucun sujet, masculin ou non, mais plutôt le principe de l'impersonnel et de l'inhumain, celui de la mort, principe spatial au lieu d'être temporel et existentiel.
l'absence de vie, deadness est la première condition de l'art, la seconde est l'absence d'âme au sens humain et sentimental. Pour être de qualité, l'art ne doit posséder aucun intérieur. Jameson 1979-97. Chez Lewis, cette vision, associée à une crainte et un mépris des masses populaires qui sont cristallisées dans la haine de la Révolution d'Octobre, va conduire à un flirt avec le fascisme. Il est loin d'être le seul en Europe. Si elle est un peu oubliée de nos jours, la convergence vers le fascisme de plus d'une personnalité du modernisme, anglo-états-unien, Eliot Lewis Pound, le jeune Yeats, germanique, Ruthmann, Junger, Anton Webern ou français, Céline Drieux, le jeune Maurice Blanchot, est manifeste. Sans parler des persévérants conservatismes politiques d'un Varèse, d'un Duchamp ou d'un Frank Lloyd Wright. Qu'en est-il des avant-gardes historiques, généralement perçues aujourd'hui comme l'exemple par excellence d'une convergence entre modernisme et idées de gauche? Peter Burger voit dans les avant-gardes historiques un moment d'exception dans l'histoire du modernisme, et il a montré que ces avant-gardes, dada, constructivisme, surréalisme, constituent une rébellion contre le modernisme de la Tour d'Ivoire et cherchent à réconcilier l'art et la vie. Mais il n'y parvient qu'en faisant l'impasse et sur les contradictions de l'expressionnisme, et sur le futurisme nationaliste et fascisant de Marinetti et d'autres, dont on connaît le pacte avec Mussolini. Andrew Hewitt, avec son étude de la généalogie du modernisme fasciste italien, met au jour des contradictions propres à toutes ces avant-gardes, homologues à celles que charrient les mouvements fascistes et qui ont pu dans certains cas faciliter les rapprochements de parcours. Si cet auteur ne traite guère du masculinisme de Marinetti et de ses amis, particulièrement évident pourtant dans leurs attaques contre le symbolisme féminoïde dont ils sont issus, il explore avec rigueur d'autres homologies et complémentarités entre fascisme et avant-garde, et les étend implicitement à l'ensemble de ces mouvements de l'entre-deux-guerres. Si Hewitt refuse de voir un rapport de cause à effet entre l'émergence du fascisme et de l'avant-garde, il constate néanmoins que tous deux prennent naissance parmi des groupes marginalisés et généralement privés de pouvoir politique et culturel par la rationalisation de la production économique et la reproduction sociale, 175 ff. L'un des projets de l'auteur consiste à dépasser la célèbre définition donnée par Benjamin du fascisme, l'esthétisation de la politique, qu'il dénonce comme une condamnation esthétique du fascisme, lequel serait coupable de mauvais goût, kitsch fasciste. Hewitt est à la recherche de rapports plus structuraux. Par exemple, il examine l'espace à la fois métaphorique et réel de la théâtralité, lequel pour l'avant-garde évoque les dangers de la consommation passive et conformiste, pour le fasciste ceux de la sphère publique avec sa menace démocratique. La haine du spectateur chez le fasciste aboutit à incorporer celui-ci d'autorité dans le spectacle du pouvoir, meeting nazi sur le Zeppelinfeld à Hambourg par exemple, tandis que l'avant-garde est chez ce même spectateur sa position de consommateur passif. Mais la haine des masses est la même. Et ce philosophe postmoderniste, de conclure à la valeur douteuse, de toute tentative de faire revivre l'une ou l'autre expérience. Un avant-gardisme utopique et un fascisme meurtrier doivent demeurer à jamais irrécupérables 194. Hewitt fait remarquer aussi que les lamentations bruyantes sur la disparition de l'avant-garde à la fin de la Seconde Guerre mondiale font penser surtout qu'un modernisme d'après-guerre plus conservateur cherche à se réaffirmer. Un discours sur ce à quoi nous cherchons à échapper mais n'y parvenons pas, le fascisme, est reformulé comme une lamentation sur ce que nous voulons retenir mais ne le pouvons pas, l'avant-garde, 163. La dérive droitière des expressionnistes abstraits de l'école de New York, apogée différée du haut-modernisme en peinture, se fera plutôt à leur corps défendant mais évoque ce même schéma. Muraliste engagé dans les années 30, héritier alors effectivement des avant-gardes des années 20, vérisme 36 de Weimar, surréalisme, Pollock et d'autres de son école vont se retirer peu à peu dans une abstraction puriste qui renoue avec le modernisme du début du siècle. Post-impressionnisme, cubisme, suprématisme. Ils intérioriseront peu à peu l'idée que l'expression directe de leur âme sur la toile continuerait de montrer leur insatisfaction à l'égard de l'ordre social existant. Mais en fait cet art va tomber à pic pour les propagandistes de la guerre froide, apportant la preuve que les États-Unis défendent la liberté des artistes, même les plus incompris, contre l'enrégimentement du régime soviétique et son goût suranné, Guilbeault. La France est un cas à part.
Dans une large mesure, les tenants de l'art le plus radical furent longtemps effectivement à gauche. Pendant les années critiques 1930 à 45, les artistes et écrivains français issus des avant-gardes historiques, Dada et surréalisme, résisteront à la sinistre tentation brune, plus largement en tout cas que les expressionnistes allemands ou les futuristes italiens. C'est du côté d'un esthétisme plus sage, où se côtoient dans des proportions diverses selon les individualités, des éléments modernistes et traditionnalistes que l'on rencontre les fascistes et les fascisants, les Macorlan, les Paul Morand, les Drieux-La Rochelle, Brasillac et compagnie. Si l'on accepte Céline, les littérateurs fascistes français de l'entre-deux-guerres entretiennent effectivement avec le modernisme un rapport plus ambigu que celui des grands auteurs anglophones de droite que nous avons cités, ou qu'un Marinetti. Mais leur façon à tous d'esthétiser et érotiser l'histoire et la politique est une habitude française qui remonte très précisément à Sade et qui constitue une facette essentielle du modernisme littéraire en France. Cependant, à la différence de ces poètes et romanciers du XIXe siècle qui marquèrent leur haine de la société bourgeoise et de ses valeurs mercantiles par la distance du dandy ou le regard impavide du naturaliste, un Bardèche, un Brasillac, un Rebattet, vont passer à l'acte, vont vouloir participer à cette victoire sur la bourgeoisie et ses valeurs décadentes dans une grande œuvre artistico-politique qui serait le fascisme réalisé. Et si je privilégie ici ces trois collaborateurs de l'occupant nazi, c'est parce que leur contribution notable à la critique et à l'historiographie du cinéma en France est parfaitement conforme à la ligne de fait de la tradition cinéphile depuis des Luc. David Carroll a analysé l'atavisme esthétisant propre à deux générations de fascistes français, qui ont mis leurs idées sur l'art en pratique sur le terrain politique. Dans un sens, ce fascisme littéraire exploite les tendances totalisantes implicites dans la littérature elle-même. Il constitue une technique ou un mode de fabrication, une forme de fictionnalisation ou d'esthétisation non seulement de la littérature mais de la politique aussi, et la transformation des éléments disparates de chacune d'elles en œuvres d'art organique, totalisées. Carroll se fixe pour objectif de montrer pourquoi le fascisme doit être traité comme le développement extrême mais logique d'un certain nombre de concepts esthétiques ou d'idéaux culturels, à savoir la notion de l'intégrité de l'homme, comme principe culturel fondateur et objectif politique, l'unité totalisée, organique, comme idéal esthétique et politique, enfin, la culture comme modèle de la forme positive de la totalisation politique, fondation ultime de l'individu et de la collectivité, ainsi que de leur pleine réalisation et unification. 7. Des trois grandes figures littéraires du début du XXe siècle qui vont nourrir la pensée fasciste en France dans les années 30 et 40, seul Péguy peut être rattaché au courant moderniste par l'écriture. Mais il possède en commun avec Maurras et Barrès une tendance, toute nietzschéenne, à ramener la politique à une esthétique. Le socialisme utopique de la jeunesse. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.